Bonsoir à toutes et à tous. Merci déjà d'être aussi nombreux ce soir, puisque bon, quand même, rester à l'UCO jusqu'à 18h, voire plus, c'est rare. Donc, merci d'être là. Donc, avant, je vais faire un petit peu... je vais vous dire en fait toutes les règles qu'il va y avoir ce soir pour que tout se déroule au mieux. Donc, pour vous, il va quand même y avoir quelques consignes. Je vais vous demander à tous de mettre vos téléphones en silencieux, voire de les éteindre si c'est possible, pour éviter de déranger les participants pendant leur plaidoirie, parce que ça peut être un petit peu dérangeant. Donc déjà, première chose. Sinon, pour ceux qui voudraient sortir en plein milieu, on évite en plein milieu des discours. Donc pour ça, on va ouvrir les portes à chaque fin de plaidoirie et le temps de préparation du prochain. Vous pourrez sortir, rentrer, aller aux toilettes si vous en avez envie, boire un coup, ce que vous voulez, mais on ne fera pas rentrer les gens en fait pendant les plaidoiries, pardon. Sinon, autre petite, bon ça va être plus pour les participants qui sont juste ici, qui sont au nombre de 7. On devait en avoir 6. Mais une personne s'est rajoutée juste à la fin. Donc il faudra être indulgent avec eux, même si je pense que ça va être exceptionnel. Sinon, ensuite, 2 professeurs se sont inscrits au concours en dernière minute, en improvisation. Ce sont Monsieur Le Désert et Monsieur Barret, juste ici, qui sont au nombre... qui passeront donc sur des sujets dont... nous n'avons pas encore connaissance. Pour les participants, chacun dispose de 10 minutes de plaidoirie. À chaque fois, et pour que vous puissiez voir où vous en êtes dans votre temps, Camille et Camille, qui sont ici présentes, membres du BDE, lèveront la main au bout de 5 minutes, puis lèveront une autre fois la main au bout de 8 minutes, puis taperons 2 fois sur la table pour signifier la fin des 10 minutes. Ensuite, c'est à vous de gérer votre temps. Si vous dépassez, tant pis pour vous. Je vais donc laisser la parole à Alan et Darren qui vont s'occuper de faire l'animation. C'est pas la fête pour la Voilà, merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Et aussi à la fin, il y aura un buffet pour ceux qui veulent quand même. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présents pour la 2e édition du concours d'éloquence. C'est un honneur et un plaisir pour notre BDE d'organiser un événement qui suscite l'intérêt et la curiosité des étudiants, mais aussi du corps enseignant. Vous avez pu découvrir depuis quelques semaines les sujets choisis lors de cette édition, qui mêlent actualité et réflexion sociologique. Donc permettez-moi de vous les représenter une fois de plus. Peut-on priver Cyril Hanouna de son poste? Sujet numéro 1. Dans une démocratie, les manifestants peuvent-ils renverser le pouvoir? Deuxième sujet. Fin du monde, fin du mois, même combat. Faut-il reconnaître la nature comme sujet de droit? Les mots pour le dire, le corps pour agir. Et enfin, Marianne peut-elle balancer son porc? Pour juger les prétendants au titre de maître de l'éloquence, 4 professeurs venant de différentes filières de l'UCO ont accepté notre invitation pour être le jury de cette année, qui ont d'ailleurs aussi concocté les sujets. Donc je vous prie de les applaudir pour donner Dans l'ordre, le jury se compose de Madame Réchard, professeure en enseignement transversal, projet en engagement personnel, pour la licence sciences d'éducation, mais également en méthodologie de travail universitaire, pour la licence Infocom. Monsieur Le Désert, professeur... Qui mérite cet honneur. Alors, en deuxième, nous avons Monsieur Le Désert, professeur en enseignement transversal, projet engagement personnel, également pour la licence sciences d'éducation.
également Maître Barré, professeur de rhétorique en licence droit. Et enfin, Maître Edra Hugo, professeur de droit commercial en licence éco-gestion. Je vais maintenant laisser la parole à Zaren pour vous présenter les candidats. Bonjour, bonjour. Sans plus attendre, nous allons commencer les hostilités avec Marie Baudin sur le sujet « Reconnaissons la nature comme un sujet de droit ». Madame, messieurs du jury, mon très cher public, pardon. Samedi matin, après le lever du soleil, je suis allée à la chasse. Je prépare mes affaires dans une clairière près de chez moi, je les dépose, et puis ensuite je m'avance dans la forêt pour les traquer du gibier. Au loin, j'ai aperçu un faisan. J'ai imaginé le délicieux repas que j'allais pouvoir me cuisiner avec les légumes de mon jardin, des carottes, pommes de terre, des oignons. Je me suis positionnée, j'ai baissé la tête, et alors que j'étais à 2 doigts de tirer, un homme derrière moi a tapé sur mon épaule. Alors je me suis retournée, un peu offusquée, et puis il y avait tout un groupe politico, écolo, vegan, antispéciste qui s'est approché de moi. Ils sont sortis tous de leur cachette derrière les arbres. Un des hommes du clan m'arrête, et il s'adresse à moi en me disant « Vous savez, mademoiselle, chez nous, les animaux et toute la nature composent une sorte d'entité, une sorte de fraternité pour nous. Ils sont des sujets de droit à part entière et il faut les protéger. Mademoiselle, ne tirez pas. Vous ne souhaitez pas tuer l'un des nôtres. » Alors je me suis redressée et puis je me suis dit « Peut-être ont-ils raison, après tout. » Alors je les ai suivis sur le chemin du retour. Les vies de cet animal et aussi les vies de mes légumes ont peut-être la même valeur que moi. Après tout, ils naissent, se reproduisent, grandissent et meurent à mon image. La synégétique n'est peut-être pas la plus belle forme de respect que l'on puisse apporter à la nature. Nous avons marché quelques heures et puis nous sommes arrivés dans un incroyable monde futuriste, où les arbres et les animaux étaient des personnes de droit. Un monde où la forêt, devenue personne morale, pouvait se retourner contre moi, sous prétexte de mon entrée sans autorisation sur son territoire. Imaginez un peu que je sois obligée de témoigner et que ma parole ait autant de valeur que celle d'un expert, fin connaisseur par évidence, des paroles et de la langue des espèces végétales constituant les bois et les forêts. Imaginez un peu, encore une fois, que ce monde considère que tuer un homme a autant de valeur que de tuer un ragondin. Ces derniers prolifèrent, ils détruisent les cultures, empêchent presque les hommes de vivre. Mais peu importe. On a réouvert des salles de classe dans les campagnes. Les effectifs sont d'autant plus importants, puisque les animaux vont à l'école avec nos enfants. Imaginez encore, dans l'hypothèse où vous mourrez sans héritier, que votre cheval est assigné à votre succession, un acte notarié avec des frais à seulement 15% pour pouvoir hériter de vos terres. Chose que je ne vous souhaite pas. Qu'arriverait-il si l'on était obligé de déceler la vérité qui oppose la famille de sangliers et moi-même, le sanglier que j'ai fait empailler, et moi-même, d'actes de barbarie, meurtres avec préméditation, actes de torture, etc., etc. Cela dit, et c'est une bonne chose, vous paierez moins d'impôts si les animaux de compagnie comptent pour une demi-part dans le calcul des parts fiscales de votre foyer. Je me suis adressée au chef du clan, et puis je lui ai dit « Mais monsieur, mais qu'est-ce que ce monde, ses fondements ? La chasse ne détruit pas la nature, au contraire, elle la préserve. Elle permet de manger une viande saine, qui a toujours vécu libre. Il n'en sera rien jeté, et je ramasserai la douille qui tombera sur le sol pour ne pas polluer la terre, c'est promis. » Tout là-bas était absurde, il fallait absolument que je retourne dans notre monde. C'est mieux comme ça. Je lui ai rappelé que Dieu, dans la Bible, nous avait enseigné la valeur des animaux, sans pour autant la mettre à notre égal, en disant
le juste s'occupe de son animal domestique, mais il doit tenir dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux, toute créature qui se meut sur la terre. Ainsi, il pourra les manger et se vêtir grâce à leur pelage. Ils avaient l'air en colère. Heureusement que chez eux, toute violence est prohibée. Ils se sont approchés de moi de tout près. Ils m'ont dit qu'autrefois, les hommes avaient trop abusé de la nature, qu'il existait des lieux où les animaux se faisaient tuer en masse et cruellement, que toute atteinte aux animaux et aux végétaux, qu'elle soit bien fondée ou non, avait été interdite. La chasse y était inclue. Pourtant, l'animal n'est pas notre égal. Il ne devrait jamais le devenir. Sommes-nous obligés d'en arriver là pour prendre soin de notre planète? Et puis, il y a une différence tout de même entre l'abeille qui subit le réchauffement climatique et qu'il est nécessaire de protéger, et le faisan, espèce chassable, qui allait faire mon déjeuner, mon dîner de demain. Ils se sont avancés encore et encore, tout près de moi, vraiment tout près, j'avais très peur, et puis tout d'un coup, paf! Je me suis réveillée en sursaut, adossée à un arbre, dans la clairière. Puis j'ai fait ce qui était selon moi la plus belle reconnaissance à faire en ce jour pour la nature. Veiller à la régulation des espèces et éviter l'abattage de masse. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis allée chasser. Vous allez toujours bien? Donc cette fois ce sera le champion de l'année dernière qui va présenter Marianne peut-elle balancer son porc? Moi tu me promets des trucs de ouf, le champion de l'année dernière. Bonjour à tous. Bonjour messieurs et mesdames du jury. Alors, je m'excuse et je vous préviens d'avance, nous n'allons pas passer un bon moment. J'estime qu'il est des sujets dont on ne peut pas traiter avec légèreté, et mon sujet en fait partie. Alors, déjà il faut se demander, juste en entrant comme ça, qu'est-ce que c'est Marianne? Rappelons juste, Marianne, c'est tout le monde, c'est chacun, mais, et on a tendance à l'oublier, c'est aussi chacune. En lisant mon sujet, Marianne peut-elle balancer son porc? J'étais un peu énervé. Mettons tout de suite fin au suspense, ma réponse est oui, et l'existence même d'un débat sur le sujet m'exaspère au plus haut point. Puis j'ai fait mes recherches, et l'énervement a cédé à la place à de la franche colère et à de la culpabilité. La culpabilité face à ma propre ignorance devant l'ampleur du problème. Me rendant compte que cette ignorance n'est ni isolée, ni étrangère au fait que certains se croient encore légitimes à demander aux femmes de réclamer un peu moins bruyamment le respect de leurs droits, je vous propose de nous intéresser à quelques chiffres. Alors, selon l'IFOP, les 58% des femmes déclarent avoir été victimes de comportements déplacés à caractère sexuel. Faites attention au mot « déclare », c'est un chiffre important pour la suite. 50% des femmes déclarent avoir été victimes d'insultes à caractère sexuel. Et enfin, 43% des femmes ont subi des attouchements non consentis. On compte parmi les milieux où les femmes sont poussées au silence face à ces atteintes le sport, les études supérieures, le milieu familial, les transports en commun, oui, et ce ne sera pas une surprise pour ces demoiselles, les transports en commun, et enfin, le milieu du travail. Autre chiffre intéressant, dans le milieu du travail, 32% des femmes déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel, dont seulement 7% des cas ont été réglés en interne. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsqu'on est une femme en France, on peut subir sifflets, mains aux fesses, insultes et viols partout, tout le temps, constamment. L'inacceptable est devenu d'une affligeante banalité. Le pire, selon un rapport du ministère de l'Intérieur, il y a eu en 2017 16 400 plaintes pour viols enregistrés, dont 87% de femmes. Et on estime que c'est un chiffre très optimiste, étant donné que seulement 68% des viols ont été déclarés en France. D'ailleurs, 9 femmes sur 10, pas de déclarer 9 femmes sur 10, tout court, auraient été victimes de harcèlement au moins une fois dans leur vie, et on est dans les alentours de 60% pour celles qui le subissent de façon quotidienne.
Où intervient Balance ton port dans cet enfer du quotidien? Les chiffres que je viens de vous énoncer témoignent d'une réalité dont chacun, avec un minimum de décence et surtout un minimum d'attention à ce qui se passe autour de lui, devrait avoir conscience. Les femmes sont devenues des proies faciles parce qu'elles sont rarement entendues et jamais écoutées. Ce hashtag, à qui on a reproché d'être un horrible outil de délation devenu complètement hors de contrôle, rappelant les heures les plus sombres de notre pays, c'est pas une blague, je l'ai vraiment entendu, a en réalité rendu la parole aux femmes et rendu le pouvoir aux victimes. Alors il est vrai, les moyens légaux existent. Il semble dès lors puéril de s'en remettre à un réseau social plutôt qu'à des tribunaux, non? Non. Sur 30 000 plaintes pour viol en France, seuls 7 000 aboutissent. Mais le tableau n'est pas complètement noir. Encore selon le ministère de l'Intérieur, les plaintes pour agression sexuelle ont augmenté de 10% en France, 12% pour les viols. Il y a eu un réel élan de délation pour certains, de défense en ce qui me concerne. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer cet élan? Un soudain réveil républicain? Non. L'apparition des hashtags MeToo et Balance ton port. La justice existe, mais si on veut décider de se mettre des œillères et de refuser d'accepter qu'elle est inefficace en la question, on ne peut pas nier qu'il faut parfois l'aider un petit peu. Autre fait intéressant, il a fallu l'apparition de ces hashtags pour qu'un membre du gouvernement, une femme, Madame Marlène Schiappa, décide d'ouvrir une consultation citoyenne sur la lutte contre les violences sexuelles. Il a fallu un hashtag pour qu'on décide de peut-être se demander s'il faudrait qu'on arrête de mettre des mains au cul tout le temps et de violer les femmes dès que ça nous chante. On pourrait donc penser que dire à Marianne qu'elle ne peut balancer son porc, c'est réduire les femmes au silence, les réduire à l'impuissance. Mais non, c'est les tuer. Après un viol, 21% des victimes font une tentative de suicide. 17% des victimes restantes y pensent sérieusement. Ce qui veut dire qu'en tout, 38% des femmes qui ont été violées pensent après coup à mettre fin à leur jour. Personne ne les écoute, leurs plaintes ne sont pas enregistrées, et dans le cas où peut-être on va les emmener au tribunal pour qu'elles puissent se défendre, on ne condamne quasiment jamais l'agresseur. En conclusion, pour moi, Marianne non seulement peut balancer son porc, mais elle le doit. Ce n'est pas seulement une question de décence, c'est une question d'humanité. Bérénice Boiveau sur les mots pour le dire, le corps pour agir. Je me réveille encore ce matin. Mais l'air n'a plus la même odeur. Je me lève avec un enthousiasme nouveau. L'enthousiasme de ceux qui ont trouvé leur voie. Qui savent ce qu'ils ont à accomplir. Enfin. J'ai toujours su que ce jour finirait par arriver. Mais je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Voilà 20 ans que je m'y prépare. Et pourtant, tout me semble nouveau. Mais aujourd'hui, je sais que je suis prête. Je n'ai jamais oublié les mots de mon père. Sois courageuse, travaille dur. La vie réserve ses meilleurs moments à ceux qui savent s'élever au-dessus des incapables. Ne leur ressemble pas. On dit le monde vaste et plein de surprises. Eh bien, peut-être que je suis juste fatiguée d'attendre. Les gens existent, mais très peu vivent.
Regardez-les, les animaux, les moutons, qui ont besoin de s'agglomérer pour se sentir, qui guettent de loin des bonheurs improbables et qui attendent des dieux une générosité dont ils sont eux-mêmes incapables. Le méritent-ils vraiment? D'autres ont essayé avant eux et s'y sont à chaque fois perdus. L'histoire aime se nourrir de sacrifices vains. Mais comprennent-ils seulement, une fois de plus, on ne retiendra de mon acte que la souffrance et l'égoïsme. Mais j'ai passé chaque jour et chaque instant de mon existence avec la mort pour unique lieu. Stop, 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 je n'en peux plus. Mon esprit est anéanti. Ils l'ont détruit. Ils ont fait de moi un pantin émotionnel. Ils ont tiré sur mon âme avec des armes si violentes que ma chair en est marquée pour toujours. C'en est fini. Un jour ou l'autre, le monde finira bien par s'écrouler sur lui-même, emportant avec lui tous ceux qui en tirent aujourd'hui le meilleur parti. Tout n'est qu'une question de temps. Et voilà 20 ans que je m'y prépare. Alors oui, j'ai peur. Oui, comme vous, j'ai peur. Mais je sais que c'est mon moment. Je ne peux plus être là. Comprenez un peu. Ne me jugez pas. J'ai le droit. Le soleil se lève et je me relève avec lui. Dis adieu à tes mots. Ton corps est vivant. Je ne pensais pas me relever un jour, mais voilà que je t'ai croisé sur ma route. Toi. Tu m'as redonné confiance. Tu as pensé mes plans une à une et tu m'as rappelé que je pouvais agir. En finir avec la haine qui ronge mon cœur. En finir avec toute cette tristesse. Tu m'as aidé à remettre mon corps en mouvement. Tu m'as rappelé qui j'étais. Alors oui. Oui, monsieur l'amour. Oui, en ce jour. C'est à vous que je m'adresse. Alors toi. Oui, toi, qui ne crois plus en cette vie. Qui ne trouve plus de sens à cette existence. Je t'en supplie. Accroche-toi encore un peu. Encore une nuit, grâce à un ami. Encore un jour, grâce à un sourire. Tu en es capable. Et si tu n'y crois pas, j'en serai capable pour toi. Tu peux changer le monde. Ça te fait rire? Tu n'y crois pas? Mais tu dois changer le monde. Tu as des mots pour le dire. Tu as un corps pour agir. Regarde autour de toi. La splendeur de chaque être, la beauté de chaque personne. Sens autour de toi la fraîcheur de la brise, la douceur des parfums. Écoute autour de toi la passion des symphonies, la musique qui s'éparpille. Touche autour de toi à la solidité du pardon, à la douceur d'une caresse. Et goûte autour de toi aux arômes de la vie, aux saveurs de l'amour. Tu as des mots pour le dire,
Tu as un corps pour agir. Alors, sois acteur de ta propre existence. Toi seul est maître de ton destin. Bon, nous allons commencer avec le quatrième candidat. Nous allons commencer avec le quatrième candidat. S'il vous plaît, merci. Nous allons commencer avec le quatrième candidat, Guillaume Fougère, sur le sujet « Faut-il priver Cyril Hanouna de son poste ?» Ça va être piquant. Panem et Kirkenses. Voilà la formule employée par Juvénal pour décrire les moyens utilisés par des dirigeants dans le but de maintenir la docilité du peuple placé sous sa responsabilité. Panem et Kirkenses, du pain et des jeux. Aujourd'hui, le pain manque pour certains. Le peuple le rappelle toutes les semaines après avoir décidé de relever la tête avec fierté. Le pain manque certes, mais les divertissements quant à eux abondent. Ils pullulent sur les écrans. Du cinéma aux jeux télévisés, des vidéos YouTube aux émissions de télé-réalité, des matchs de sport à un simple concours d'éloquence. Le divertissement est partout. Une émission a émergé depuis 2010, mettant en scène des personnages toujours caricaturaux. On y retrouve une dizaine d'individus, dont le dragueur, la cruche, le bouc émissaire et le chef hystérique. Avec plus de 1200 émissions à son compteur, Touche pas à mon poste connaît une forte popularité auprès des adolescents et des jeunes adultes. L'audimat pouvant s'élever à plus de 2 millions de téléspectateurs. Ce programme a d'ailleurs reçu le prix de la meilleure émission de divertissement en 2015 parmi les chaînes de la TNT. Cette célébrité ne s'est pas faite sans peine. L'émission a en effet subi des sanctions par le CSA. 2 semaines de suspension de publicité pour un geste conduisant à la banalisation des agressions sexuelles, 1 semaine supplémentaire pour avoir fait croire à l'un des membres de l'émission qu'il avait tué une personne. Cette dernière sanction pourrait être relevée car relevant de la liberté d'expression. Une 3e sanction a frappé Touche pas à mon poste. Un sketch jugé homophobe a engendré une condamnation s'élevant à 3 millions d'euros en dommages et intérêts. Ici, la liberté d'expression ne semble pas s'appliquer, sûrement un caprice des normes constitutionnelles. Malgré ces mesures prises pour sanctionner cette émission, celle-ci connaît de plus en plus d'adhérents, notamment des hommes et des femmes politiques. Courant mars 2018, le jeune et dynamique Emmanuel Macron, encore candidat à l'élection présidentielle, est intervenu au micro de Cyril Hanouna pour souhaiter un joyeux anniversaire à Touche pas à mon poste qui fêtait sa 1000e émission. Cette amitié balbutiante s'est poursuivie alors que M. Macron venait de remporter le trône présidentiel par un appel venant de Cyril Hanouna afin de lui souhaiter à son tour un joyeux anniversaire. D'autres marcheurs ont fait le pas. Je nomme ici, selon ses propres mots, notre Galilée à nous, Madame Schiappa. Madame Schiappa qui est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Elle a donc participé, dans le cadre du grand débat national, à une émission spéciale de Touche pas à mon poste. Celle-ci clôturera son intervention en nous conseillant de remplacer les engueulades familiales, qui sont souvent initiées, il faut le dire, par des discussions autour de la politique, de l'argent ou des religions, par des ateliers du grand débat, c'est-à-dire des discussions autour de la politique, de l'argent et des religions. Comme quoi, même un secrétaire d'État, nommé pour ses compétences évidentes et apparentes, est incapable de lutter contre la bêtise de cette émission. Ces étalages de sympathie du corps politique envers ce programme amènent naturellement quelques questions. Comment se fait-il que M. Macron accepte de discuter publiquement avec Cyril Hanouna alors qu'il refuse la traditionnelle interview du 14 juillet en raison de, je cite, une pensée trop complexe pour se prêter au jeu des questions-réponses avec les journalistes? Pourquoi le secrétaire d'État chargé à l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations donne autant d'importance et de complaisance à une émission sanctionnée pour de la banalisation de violences contre les femmes et pour de l'homophobie? La réponse à ces interrogations tourne toutes autour du cœur actuel de la vie politique, la communication, et ce, en vue d'élections futures. Je vous le rappelle, la majorité des spectateurs sont des adolescents et des jeunes adultes. Ici,
Une intervention amicale d'un candidat à l'élection présidentielle prend ici tout son sens. Mais ce procédé n'a rien de nouveau. Mitterrand avait déjà effectué ce calcul simple dans le cadre des radios libres en 1981. Cette réponse que je viens de vous proposer nous amène à nous questionner sur la nature même du divertissement, au sens large du terme tout d'abord, c'est-à-dire la production humaine d'une chose ou d'un fait afin de réunir les individus. En ce sens, le divertissement a semble-t-il toujours existé, dans la mesure où une société a pu se permettre de faire autre chose que de se préoccuper de ses besoins élémentaires. Le développement des arts et celui des sports en sont les démonstrations manifestes. Les arts et les sports représentaient pour les anciens le lien entre l'homme et Dieu. Les personnes qui ont consacré leur existence à une vie contemplative permettent à ceux qui organisent leur existence à une vie active, selon un mode de vie active, de voir le beau, de connaître le vrai et de faire le bien. Au sens strict du terme divertissement, il est raisonnable d'exclure les arts et les sports tels qu'ils étaient vus par les anciens, car ils n'avaient pas seulement vocation à divertir, mais surtout à grandir l'homme. Que reste-t-il en dehors de ces exemples ? Chez les Romains, le divertissement par excellence était les jeux du cirque, un théâtre de massacres, de crimes et de sang pour un public enragé, orgueilleux et avide de violence. Ces attitudes n'ont pas évolué. Les tribunes de sport sont peuplées d'hommes et de femmes toujours plus violents qui déferlent leur colère sur les joueurs et sur les arbitres. De nombreux spectateurs de télé-réalité le sont par orgueil, pour se sentir supérieurs aux autres. À côté de cette montée de la violence, il existe un autre problème pour le peuple. L'utilisation qui peut en être faite par les dirigeants, soit pour faire passer des lois négatives pour ce peuple, soit pour s'attirer les honneurs qu'il ne mérite pas. Le divertissement n'est ni bon ni mauvais, il est. Et étant donné qu'il repose sur le principe de l'offre et de la demande, sa qualité dépend de ce que ce peuple mérite. C'est pourquoi c'est à nous que revient l'exigence de refuser la bêtise, de refuser l'orgueil, de refuser le sacrifice de bouc émissaire pour écarter notre responsabilité personnelle. C'est à nous que revient l'exigence de reconnaître le beau, de dire le vrai et de faire le bien. Ce sont ces exigences qui nous permettront de nous élever à la hauteur d'un être humain. S'il vous plaît, nous allons passer au 5e candidat, Owen Le Fur, sur « Reconnaissons la nature comme sujet de droit ». Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui est des plus importants, un des sujets les plus importants. Doit-on reconnaître le droit à la nature? Pour cela, je souhaiterais tout d'abord citer un chef amérindien qui s'appelle Sitting Bull. Lorsque la dernière goutte d'eau sera polluée, lorsque le dernier animal sera chassé, le dernier arbre coupé, l'homme comprendra que l'argent ne se mange pas. Mais revenons au commencement de cet effondrement climatique. La catastrophe commence à la révolution industrielle. En effet, l'homme n'a cessé d'avoir un impact négatif sur la Terre de par son industrialisation et par son exploitation des ressources naturelles. Depuis les années 50, l'homme ne cesse de produire en masse en dédaignant l'impact écologique. Mes amis, ne vivons-nous pas la 6e extinction de masse ? Le taux de disparition des espèces est 1000 fois supérieur à la normale. Nous constatons avec effroi la disparition d'un tiers des oiseaux en 15 ans et de 70% des insectes en 30 ans. La biodiversité s'effondre peu à peu et dans la plus regrettable indifférence de l'homme. Quand ce génocide mondial s'arrêtera-t-il ? Nous constatons que cette crise environnementale est due à un modèle économique basé sur l'exploitation inhumaine et immorale de la nature et à une attitude égoïstement consommatrice. Il est grand temps de nous alarmer, car depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population n'a cessé de croître. En effet, elle est passée de 2,5 milliards d'habitants en 1950 à aujourd'hui plus de 7,7 milliards d'habitants. Cette crise démographique n'est pas supportable pour la planète, étant donné le faible renouvellement des ressources terrestres. Ce n'est un secret pour personne. Limité par les ressources naturelles, notre système capitaliste n'a plus aucun sens et est voué à l'échec. L'homme pille et exploite sans état d'âme du noyau terrestre jusqu'au plus profond des océans. Reste-t-il aujourd'hui une zone
où l'homme n'a pas encore posé ses mains dévastatrices? Si nous continuons ainsi, nos océans seront vides d'ici 2050. La surproduction acidifie nos océans jusqu'à tuer le phytoplancton qui représente plus de 50% de l'air que nous respirons. 85% de la déforestation ne sert aujourd'hui qu'à nourrir le bétail mangé par l'homme. N'est-ce pas là la terrible preuve de l'égoïsme humain? Nous savons que cette industrie est le premier producteur de méthane au monde, qui, soit dit au passant, est un gaz 20 fois plus polluant que le CO2. Nous avons perdu 95% de la vie de nos sols en 60 ans. Cette perte, nous la devons à l'utilisation des pesticides, insecticides ou autres produits dévastateurs. Pourtant, ces insectes sont la principale source de pollinisation et donc de reproduction naturelle des plantes. Sans eux, nous pouvons retirer 80% de nos fruits et légumes de nos assiettes. De plus, nous continuons à encourager des entreprises telles que Monsanto, spécialistes de l'OGM, qui modifient la structure génétique des plantes, et cela appauvrit nos sols. De plus, dans le domaine agricole, comme l'ensemble de nos industries, est basé sur la consommation d'énergie. 92% de l'énergie mondiale provient des énergies fossiles. Le pic de production de gaz a eu lieu en 2010, celui du charbon est prévu pour 2020 et celui du pétrole pour 2025. Le rapport Meadows, fait par le Club de Rome en 1972, prévoit un effondrement d'ici 2030, d'après quoi notre société actuelle ne pourra continuer. Il est urgent d'agir vite pour pallier à cet effondrement. Les nations doivent poser un cadre législatif strict et international. En effet, si nous voulons limiter les dégâts, nous devons faire des lois écologiques à l'échelle mondiale. L'état actuel de notre planète bleue est si grave que nous ne pouvons nous permettre de légiférer qu'à une simple échelle nationale. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous avons retrouvé à San Francisco des résidus de pollution venant d'Asie et plus particulièrement de Chine. Mais nous devons aussi faire des campagnes obligatoires de sensibilisation écologique, et ce dès le plus jeune âge. Dans toutes les écoles au monde, quand nous savons qu'un Qatari pollue en moyenne 8 fois plus qu'un Français, qui lui déjà pollue 5 fois plus qu'un Pakistanais, est-ce que ça vous paraît normal? L'homme est un être social doué d'une conscience, même si celui-ci semble l'avoir oublié. Mais nous sommes une espèce qui est devenue de plus en plus individualiste, ce qui fait que nous sommes notre propre ennemi. Comme disait Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Nous sommes à la fois le destructeur de la nature et paradoxalement son seul sauveur. Une législation et une prise de conscience collective à l'échelle mondiale est notre seul espoir pour léguer à nos enfants une terre saine. Si nous ne légiférons pas sur la nature, celle-ci reprendra légitimement ses droits. Si nous continuons dans cette direction, nous courons à la catastrophe, car les scientifiques internationaux ont récemment écrit un rapport sur la future disparition de certaines villes, voire même de certains pays, dû à la fonte des glaciers. Des villes comme Miami ou encore New York, ou des pays comme les Philippines sont voués à la disparition. Aujourd'hui, nous avons déjà perdu certaines îles, comme par exemple Képido ou encore Nalapenlod. La nature réagit à chaque catastrophe produite par l'homme, comme par exemple au Japon, à Fukushima. Quand la centrale nucléaire a explosé, des tsunamis et des tremblements de terre se sont produits. Et c'est à l'homme de comprendre qu'il existe un équilibre sur cette planète et que chacun de nos actes est observé par la nature, qu'il réagit en conséquence. Si nous observons aujourd'hui un nombre de catastrophes naturelles dans le monde, nous pouvons voir que ce chiffre explose d'année en année et donne aujourd'hui un signal d'alarme retentissant. En 2018, dans le monde, 289 catastrophes naturelles ont été recensées, alors qu'en 1950, les scientifiques en ont dénombré seulement 24. L'attitude climato-sceptique de certains dirigeants tels que Donald Trump ou encore Bolsonaro sont hautement dangereux pour notre planète, car ceux-là n'ont aucune conscience de la place fondamentale de la nature qui les entoure. Leur politique de production et de déforestation bouleverse clairement la faune et la flore du monde, et il sera trop tard pour réagir quand la nourriture ne sera plus comestible et que les hommes auront atteint seront irrémédiablement
Attends, excuse-moi. L'alerte est grande et mondiale. Oui, la nature est sujet de droit, et je dirais même que pour le bien de nos civilisations, nous ne pouvons nous passer du droit. Aujourd'hui, le vent tourne. Et comme le disait Pablo Servigne, est utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant. Merci. S'il vous plaît. Donc, pour l'avant-dernier candidat, ce sera Thibaut Chrétien. Pour « Dans une démocratie, les manifestants peuvent-ils renverser le pouvoir ?» Dans une démocratie, les manifestants peuvent-ils renverser le pouvoir? Dans une démocratie. La démocratie. Quelle idée saugrenue quand même. Donner le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple? Le peuple? Mais regardez quand il manifeste le peuple. Ce qu'il donne quand il se réunit. Un tas de braillards ignares, violents, racistes, xénophobes, islamophobes, antisémites. Comment peut-on imaginer que des gens pareils puissent exercer un quelconque pouvoir? Comment peut-on concevoir un État qui serait dirigé, toute une nation, tout un pays entier, 65 millions de personnes, bientôt 70 millions, dirigé par un tas d'ignares indolents? La République ne peut pas être cela. La démocratie ne doit pas être appliquée. Ce serait la ruine de tout. C'est exactement ce que se sont dit les pères fondateurs de nos démocraties modernes. Eux qui haïssaient tant l'idée du peuple gouvernant, ils en sont pourtant venus à utiliser ce mot, le mot qui porte ce concept répugnant, pour asseoir leur pouvoir, pour séduire le peuple, pour être élus lors des élections. Démocratie ou démagogie? Le système a changé de nom. Ces politiciens ont porté les couleurs de la démocratie. La belle démocratie, celle dont rêvent les philosophes, les utopistes et les illuminés. Cette démocratie qui fait voter le peuple et lui donne l'illusion qu'il exerce alors un pouvoir. Cependant, le terme vrai, celui qui donne corps dans notre pensée à la réalité telle qu'elle est, il n'existe pas en français, on ne l'entend pas, et en anglais, on le nomme le soft power. C'est une nouvelle forme de manipulation. Une manipulation des esprits par l'utilisation de la langue de bois, puis de la novlangue, pour empêcher de penser négativement le système. Petit exemple de ce que peut faire cette novlangue. De nos jours, les pauvres ne sont plus des exploités. Car le mot même exploiter questionne. Exploiter, mais par qui, par quoi? Ils ne sont plus exploités, ils sont défavorisés. En fait, ils n'ont simplement pas eu la faveur de quelque bonne fée qui se sera penchée sur le berceau d'un autre. Pas de chance, quoi. Mais revenons-en à notre démocratie, à l'exercice du pouvoir, au pouvoir que détient le peuple. On entend souvent des apathies, des salamés, des brunets dire que le peuple a le pouvoir par le vote, qu'il a voté, et que l'exercice du pouvoir est donc légitime. Que s'ils ne sont pas contents, ces manifestants, ils n'avaient qu'à voter au lieu de s'abstenir, etc. Que d'arguments fallacieux qui ne remettent jamais en doute l'ordre établi. Moi je vois ces gens comme des espèces de perroquets bavards, des chiens de garde, qui assènent à répétition « C'est la démocratie, tu préférerais être en Russie, en Syrie? Alors arrête de te plaindre, tes manifestations n'ont aucun sens. Tu devrais être honoré d'avoir le droit de voter. Tes ancêtres sont morts pour ça. Et en critiquant la démocratie, tu bafoues leur sacrifice. » Je trouve qu'on pourrait difficilement faire plus ignoble. Oui, nos ancêtres se sont battus pour le droit de vote. Et nous, je dis nous parce que je manifeste beaucoup, nous manifestants, osons fouler du pied leur sacrifice en marchant dans les rues et en scandant nos slogans d'espoir, de peur, de colère. Nous ne serions pas dignes d'eux?
Attendez une seconde. Comment l'ont-ils obtenu, ce sacro-saint droit de vote, si ce n'est en manifestant? En s'opposant au pouvoir. Évidemment, aujourd'hui, le vote n'est qu'une illusion. Son usage a été totalement dévoyé et circonscrit à l'unique élection. Élection, tiens, encore un mot intéressant. L'élection consiste à élire, à faire de quelqu'un un élu, avec toute la portée messianique. Et cet élu fait alors partie d'une élite. L'élite, tiens donc. Serait-ce cette espèce d'amalgame nébuleux de gens de pouvoir contre qui les Français grommellent, grondent et grognent? Ne serait-ce pas le cœur même du problème de notre démocratie, cette élite? Pourtant, c'est elle qu'on désigne par le vote, directement ou indirectement, puisqu'une fois que le peuple élit une personne, le président, c'est tout un ensemble de personnes qui le suivent. Et ces personnes, c'est lui seul qui les choisit. Et elles font partie de cette élite qui nous gouverne, sans que nous n'ayons rien à dire à leur sujet. Qu'importe. Nous votons, nous élisons notre cher président. Tous les Français votent et délèguent leur pouvoir décisionnaire à cet homme seul. Tous? Non. 15%. Seuls 15% des personnes ayant le droit de vote ont voté pour le président actuel. Je prends bien sûr pas en compte les votes du second tour qui, pour moi, n'est qu'une pure mascarade. Donc, 15% des adultes français ont voté pour notre président. 15% de la population a décidé qui exercerait pour 5 ans le pouvoir d'un peuple entier. Et rien ni personne ne saurait remettre en cause cette décision. C'est ça, la démocratie, n'est-ce pas? Et le plus risible, c'est que même ces 15% n'ont plus leur mot à dire une fois l'élection faite. Le président peut faire ce qui lui chante, il est légitime, puisqu'il a été élu démocratiquement. Légitime, oui, si on considère que le système même de vote est légitime. Il est légal, certes, mais légitime, j'ai l'impression que ça coince un peu quand même. La légitimité d'un pouvoir se trouve dans les causes mêmes de ses choix et de ses orientations, dans les motivations de ses orientations. Et c'est vraiment là que, oui, ça coince. Les enjeux majeurs de nos sociétés, on en a parlé lors de ces discours, mais je vais quand même revenir dessus. Les enjeux majeurs de nos sociétés, nous les connaissons tous. D'ailleurs, fin du monde, fin du mois, même combat. Je suis déçu que personne n'ait fait ce sujet, j'aurais bien aimé le faire. Oui, même combat. Pardon pour cette intrusion sur un autre sujet de concours. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, BDE, personnellement, pour nous donner la chance de... Voilà, ce petit intermède recu. Je reviens. Je disais donc, fin du monde, fin du mois, même combat, car oui, les enjeux sont là. Réchauffement climatique provoqué par la surenchère d'industrie, par la soif de croissance toujours plus délétère, et au fond, par l'avidité du capital et de son complice, le libéralisme financier. Encore, si cela permettait à tous de s'enrichir, de voir prospérer les peuples, d'éviter les guerres, la mort, la souffrance, l'indigence, mais non. Nul ne sait vers quoi va nous mener cette course effrénée. La seule chose que nous savons, c'est qu'à la fin, nous sommes tous perdants. Nous serons tous perdants. De ce point de vue, la légitimité est donc indéniablement du côté des manifestants, de ceux qui veulent récupérer le pouvoir pour l'exercer à des fins nobles, le reprendre à ceux qui n'ont jamais écouté leurs revendications et qui ont pris toutes les décisions qui, aujourd'hui, nous mènent à toute vitesse dans un mur. Et si jamais le pouvoir continue de résister, continue de réprimer par la violence, je crains le pire. Car on sait que la violence n'appelle que la violence et la haine. Et aujourd'hui, le seul rempart entre le pouvoir, entre l'élite et les manifestants, c'est une partie du peuple. C'est la police et l'armée.
Aujourd'hui, police et armée sont beaucoup trop fortes, trop militarisées pour que les manifestants puissent renverser le pouvoir par la force. En cela, ils n'ont pas la capacité de renverser le pouvoir. Sauf qu'un jour viendra, un petit caporal, un colonel viendra, prendra les armes, prendra l'armée, et soutenu par le peuple, il renversera le pouvoir. Il prendra sa place. Et d'une démocratie, d'une fausse démocratie, on tombera dans une dictature. Et là, l'histoire nous a déjà dit, l'histoire moderne nous a déjà montré ce que peuvent être les dictatures, surtout dans notre vieux monde. Alors pour éviter cela, pour tenter d'éviter le mur du dérèglement climatique et pour éviter les horreurs des dictatures, changeons de logique. Donnons le pouvoir à ceux qui ne l'ont jamais eu. Les autres alternatives ne sont de toute façon pas pires et nous le savons. Alors prenons ce risque. Faisons confiance à l'intelligence collective, car l'heure tourne. Merci. Donc, bon, je sais que vous avez faim, mais on a un dernier candidat. Ah oui. Vous allez devoir encore un peu attendre. Bon, ça va être Alban Hugues Despointes qui présentera le sujet Marianne peut-elle balancer son porc? Tout d'abord, madame, messieurs les jurys, chers amis, collègues de l'université, alors j'ai entendu un encore, je vous rassure, nous allons prendre un autre chemin ensemble sur ce sujet, je pense, suffisamment important. Alors, vous n'y avez pas échappé et vous n'avez pas pu y échapper. Vous l'avez entendu dans les médias, dans la rue, avec vos amis, chez vos collègues, dans les journaux. Partout, vous avez entendu parler de ce sujet. Ce mouvement, vous le connaissez tous de nom. On l'a appelé MeToo aux États-Unis. Nous, les Français, on a préféré le terme « balance ton porc », un peu plus explicite. Ce sujet a permis de mettre la lumière sur des coupables. Mais on dirait que ce sujet a quand même laissé les victimes, ou en tout cas certaines d'entre elles, dans l'ombre. Et ces victimes font face à un choix cornélien. Elles ont un choix même à double tranchant. On pourrait même dire, pour aller encore plus loin, elles ont une épée de Damoclès sur la tête. En effet, elles ont le choix. Hurler une vérité qui ne peut plus attendre, qui est essentielle, importante. Il y a un certain courage à le faire, mais elles risquent de prendre un blâme social, d'être rejetées. On va leur dire « Ah, telle situation que tu as faite, tu pourrais avoir fait autre chose, tu aurais pu avoir évité, ou pourquoi attaques-tu cet homme-là particulièrement ?» Parce qu'en effet, on met en lumière des individus qui ont des carrières politiques, des grands journalistes, beaucoup de personnes importantes, ou en tout cas suffisamment connues. C'est pour ces personnes-là une manière de se mettre en danger. Elles ont le choix. Elles se mettent en danger, elles rentrent sur la scène ou tout simplement elles pourrissent de l'intérieur. Parce qu'en effet, il faut vivre avec cette situation jusqu'à la fin de ses jours. Soit on s'enferme dans le secret, soit on vit dans le déni. En France, on a entendu beaucoup de témoignages de femmes, voire d'hommes, mais a-t-on entendu la plus symbolique d'entre elles, Marianne? En effet, Marianne, on peut se poser cette question avec Marianne, est-ce que Marianne, la mère de la Sainte Trinité républicaine, liberté, égalité, fraternité, s'exposerait au même risque en s'opposant à son passé douloureux? La liberté, parlons-en.
est-ce que vous vous sentez vraiment libre en France? En effet, oui, récemment, le Parlement a voté une loi anti-casseurs. Bien avant, nous avions la loi Guesso pour lutter justement contre une certaine idée, une certaine volonté. On lutte contre la pensée, on lutte contre des rassemblements populaires. Ces lois sont liberticides de nos libertés. On attaque nos personnes, chacun d'entre nous, on est touché par ces lois. Rappelons-en, il est important de rappeler le traité de Lisbonne. En effet, bon, il est passé en 2007. Les Français majeurs à cette époque-là ont voté contre la constitution de l'Union européenne en 2005. Les gouvernants sont passés par la fenêtre. On les a rejetés par la porte, ils sont passés par la fenêtre. Il faut le dire comme ça. Et justement, les lois ensuite, ces différentes lois liberticides ou ces mouvements du gouvernement, comme la suppression de certains comptes sur des réseaux sociaux, ou la loi sur les fake news, c'est une sorte, on peut le dire, de police de pensée. Car quel est le meilleur moyen de s'exprimer? On utilise les réseaux sociaux, les journaux, on prend la parole en public, mais si sur certains sujets on n'a pas le droit de parler, c'est une loi liberticide. On coupe, on réduit la pensée. C'est une vraie police de pensée. Je vous conseille de lire Orwell. Je pense que vous découvrirez ce que c'est qu'une vraie police de pensée, vers quoi on tend. La preuve, Robespierre disait « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Honnêtement, il n'y a pas plus explicite. L'égalité. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une égalité vis-à-vis de la justice? En effet, vous avez les affaires de Nicolas Sarkozy, d'Alexandre Benalla récemment. Vous n'avez pas oublié. Avant, vous aviez le fils de Mitterrand qui se balade avec des mallettes de billets, qui se fait attraper à la frontière avec la douane. Pas de chance pour lui. Sinon, vous avez M. Cohn-Bendit qui... Comment dire? Il a une expression de mœurs assez douteuse et il est assez étonnant que cet individu continue à proliférer dans notre société alors qu'il devrait, en principe, selon nos lois, être en prison pour pédophilie. Nous pouvons parler aussi de Mitterrand et les 40 voleurs, qui fut, je pense, digne d'Ali Baba. Vous avez Chirac, aussi, qui a, avec quelques emplois fictifs qui ont traîné par-ci par-là. Et par contre, nous pouvons aussi parler de la méritocratie, qui appartient justement à ce principe d'égalité. Depuis quand n'avons-nous pas eu un nouveau Pompidou? Pompidou, je vous le rappelle, petit-fils de paysan illettré qui est devenu président de la République. Ça, c'est ce que j'appelle de l'égalité, de la méritocratie, chers amis. Un petit exemple anecdotique, la République En Marche n'a pas un seul ouvrier parmi ses parlementaires. Ils n'ont seulement que des cadres ou des hauts cadres. Et la troisième partie de la Sainte Trinité républicaine, la fraternité, parlons-en de la fraternité. Le respect de l'opposition, l'amitié, le respect du concitoyen. Au nom de cette femme, combien de personnes ont été massacrées? Nantais, rappelez-vous des baptêmes républicains. Ces femmes éventrées, violées par les soldats de la République, ces têtes coupées, qu'on oublie ou qu'on justifie par un système antérieur, soi-disant moins bon, moins équitable. On a dénoncé le génocide des Arméniens, mais qu'en est-il d'une autre en Vendée? Donc je vous pose cette question. Marianne doit-elle balancer son porc? La réponse est pour nous tous, car Marianne, c'est nous. Je prends ce micro-là parce qu'il fonctionne bien mieux que l'autre. Déjà, merci à tous les participants et participantes. C'était merci à vous de nous avoir régalé. Nous avons bu vos paroles pendant presque 1h15. Nous allons laisser notre jury délibérer pendant quelques 15 minutes, puis nous passerons ensuite aux plaidoiries des deux professeurs qui sont juste ici.
Donc il va falloir patienter un petit peu, vous pouvez aller aux toilettes, boire un coup, aller fumer même si c'est ceux qui veulent. À tout à l'heure. Sinon je ne suis pas le gagnant. On reste là jusqu'à 22h. Notre super jury a délibéré. Je vais donc leur laisser la parole et le soin d'annoncer le ou la grande gagnante de cette deuxième édition du concours d'éloquence, qui remportera d'ailleurs un bon d'achat de 30 € généreusement offert par la librairie Durance, qui nous sponsorise pour l'événement. Et ensuite, on fera un petit tour de tous les partenaires, quand même, qui nous aident pour cet événement. Alors, je vais vous laisser la parole. Alors, merci déjà à vous, parce que le jury s'est régalé de vos prestations. On s'est concerté et à l'unanimité, nous avons donné le premier prix de concours d'éloquence 2019 à Bérénice Boisbeau. C'est avec beaucoup d'émotion que je te donne ce diplôme. En tous les cas, je voulais vraiment tous vous remercier d'avoir été présents. C'était un bon moment qu'on a partagé tous ensemble. Et je suis très fière aussi des performances de mes camarades parce que c'était exceptionnel. Et voilà, donc je vous remercie tous d'avoir été présents et merci à vous. On donne le deuxième ou pas? Ah, vous savez, oui, bah, très bien. Non? Oui, non, le deuxième. Oui, non? C'est bon, j'y vais? Oui. Alors, le deuxième prix pour le concours d'éloquence 2019 est attribué à Thibaut Chrétien. Je voulais aussi nommer le troisième qui est arrivé sur notre liste. Alban. Il s'agit d'Alban. Comme quoi, il ne faut pas préjuger d'un massacre avant de monter sur scène. Juste un petit mot, parce que je vous avoue que j'étais un peu perfide. L'oral que j'ai fait, bon, on l'a préparé assez tardivement avec quelques camarades, mais ce qui prouve que je ne l'ai pas fait tout seul. Alors il faudrait aussi remercier Émeric de Raymond. Je remercie aussi quelques muses du BDE qui ont glissé quelques bonnes idées et qui ont retrouvé ça dans leur discours. Enfin, dans le discours. Dans la com, Un moment, peut-être à la période de Noël, une certaine chaussette s'était égarée. Nous sommes de bonne guerre. Cette chaussette, nous avions dit que nous la laissions aux gagnants du concours d'éloquence. Je demanderai donc à nos deux premiers prix, qui font partie de la licence sciences de l'éducation, de venir récupérer leurs chaussettes de Noël. C'est juste pour remercier ceux qui ont participé à la joute verbale qui a eu lieu lors de ce rapt. Parce que personnellement, j'y ai pris énormément de plaisir. Alors voilà. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, les sciences de l'éducation avaient fait un calendrier de l'Avent et tous les jours cachaient une chaussette au sein de l'UCO. Et celui qui récupérait la chaussette récupérait un cadeau. Il se trouve qu'une des chaussettes a été récupérée par des étudiants en droit, peut-être mal intentionnés, qui ont volé cette chaussette et l'ont gardée en postant des photos de cette chaussette en plein rap. Mais nous la rendrons, nous sommes de bonne idée.
nos deux candidats professeurs. Je vous prierai donc de vous lever. Et le jury étudiant, s'il souhaite se lever et peut-être s'avancer pour mieux voir ces deux plaidoiries. Alors le jury est composé du coup de deux étudiants en droit, qui sont Danae Poivot et Marie Segui, et d'un étudiant en infocom, Mehdi Lévy-Bourreau, et d'une étudiante en sciences de l'éducation, Valentine Suriel. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit d'une vraie improvisation. Hein. Alors, je reconnais la qualité de l'improvisation faite, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait effectivement un petit peu de travail de préparation qui a précédé, avec l'aide de quelques camarades. Là, voilà, donc je m'en vais je me lance comme ça. Alors, le sujet, en réalité, mon sujet principal, c'est fin du monde, fin du mois, même combat, mais avec très probablement des références aux autres sujets, même très certainement. Un chiffre, 380 à peu près, c'est le nombre de mois qui restent avant d'atteindre un objectif qu'il faudrait impérativement pour sauver le monde, si jamais cette expression a du sens, c'est-à-dire de ne pas dépasser les 2 degrés d'augmentation de température ou des objectifs de ce genre. Et ça, pourquoi ce chiffre-là? C'est parce qu'il faut arriver en 2050 à la neutralité carbone. Et donc c'est ce nombre de mois. Ce nombre de mois, une trentaine d'années à peu près, fait que malgré l'âge avancé de certaines personnes ici, j'ai l'impression que le micro ne fonctionne plus. C'est pas grave. Donc je parle de moi, je suis probablement un des plus âgés ici. Probablement je serai encore en vie à ce moment-là. Enfin, en tout cas, les statistiques, l'espérance de vie, etc., voilà, nous donnent l'espoir d'être encore là dans 30 ans. C'est-à-dire d'espérer vivre cette neutralité carbone. Donc 380, c'est peu. Parce que l'homme est homme depuis sans doute beaucoup plus longtemps. Pensez simplement, pour ceux qui ont ça en tête, en image, les peintures de la grotte Chauvet, peinture rupestre, 40 000 ans. Picasso ne fait pas mieux comme qualité de peinture. Donc voilà peut-être ces chiffres. Alors, peut-être première allusion, tu dois changer le monde. N'est-ce pas, Bérénice? Tu dois changer le monde, mais peut-être nous devons changer le monde. Hein? Et nous devons changer le monde, pourquoi? Alors, je crois que c'est Howell qui nous a décrit un petit peu toute cette urgence-là, avec les chiffres, la biodiversité, la montée des eaux, etc. Hein, donc ce tableau un peu apocalyptique, si on ne veut pas que ça arrive, que ça s'aggrave, nous devons changer le monde. Et nous devons changer le monde, comment? Eh bien, c'est nous, collectivement, en prenant probablement le pouvoir. Hein. Et donc, voilà, balance, Marianne, balance ton porc, c'est l'invitation que tu nous as faite de reprendre finalement, de revisiter non pas simplement les aspects sexistes, etc., mais bien
de revenir à ce fondamental des trois valeurs de notre République, hein, liberté, égalité, fraternité, de les transcender, de les transformer pour plus d'égalité, plus de justice, et pour construire un monde désirable. Hein. Ce monde désirable ne pourra se faire que si nous changeons nos modes de vie. Si nous changeons nos modes de vie, ça veut dire qu'on changera aussi notre perception de notre fin de mois. Pas simplement la fin du mois difficile à boucler pour certains, qui est très honorable, mais qui est sans doute difficile à boucler parce qu'on nous oblige à aller vers un certain mode de surconsommation, qui, elle, est fatale, qui, lui, est fatal, ce mode de surconsommation. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je reprends simplement... voir si j'ai pas oublié juste dans les 3-4 notes que j'ai prises. Effectivement, donc il s'agit bien d'un combat, hein, d'un combat parce qu'il y a urgence pour que nous puissions concilier fin du monde et fin du mois. Une fois que toutes les personnes seront parties, assister à la plaidoirie de Maître Barret, qui va passer sur un sujet dont nous savons quel est-il. Je vous laisse la parole. Merci. Et avant de parler, je voudrais juste... Est-ce que je peux le faire sans micro? Je voudrais juste vous dire que j'ai été impressionné par vos prestations, les uns et les autres. Vraiment impressionné par votre gestuelle, par votre capacité de prendre le silence, par votre capacité d'y aller. Et ça m'a fait plaisir pour ceux d'entre vous que j'ai pu connaître lors de certains cours, certains mercredis matin. Je ferme la parenthèse. Tout à l'heure, au moment où vous finissiez vos oraux, le pari que nous nous étions fait en arrivant tout à l'heure, qui était de se dire « Allez, on va y aller », ne serait-ce que pour honorer le BDE, mon voisin me dit « Je choisis fin du monde, fin du mois, même combat ». J'ai dit « Tiens, c'est un bon sujet, je vais faire la même chose ». Et à partir de là, je vais faire la même chose, mais que vais-je dire? En fait, fin du mois et fin du monde. Comment peut-on comparer ces deux éléments, ces deux notions, ces deux valeurs? La fin du mois fait appel pour beaucoup, et pour beaucoup trop, au fait de ne pas pouvoir boucler le mois. La fin du mois, me fait penser à souvent ces mères de famille seules d'ailleurs, qui font la queue sur pour un certain nombre d'associations, je pense au Resto du Cœur, à Saint-Vincent-de-Paul ou autres, et pour lesquelles la fin du mois, c'est l'immédiateté, l'urgence de devoir manger et de nourrir sa famille. La fin du mois, c'est ceux qui en effet sont trop nombreux et qui le 10 du mois sont en découvert et savent qu'à partir du 25, ils dépasseront le découvert autorisé et auront un appel du banquier. La fin du mois me fait penser à ces jeunes gens que je vois, perdus parfois, qui ne savent pas comment ils vont réussir à boucler leur mois, justement, avec les seules allocations qu'ils reçoivent, et qui vont travailler un peu pour pouvoir financer leurs études. Ce n'est pas que quelque chose qui se passe ailleurs, et pas seulement sur les ronds-points. Et la fin du monde, je n'ai aucune connaissance. Je ne sais pas si elle aura lieu dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, et puis je dois dire qu'après tout, je m'interroge. La fin du monde, c'est une notion abstraite, ce n'est pas le concret de la fin du mois. La fin du monde, on ne sait pas quand elle viendra. Il y a les croyants, les croyants qui se disent qu'un jour, il reviendra et il nous emportera dans sa gloire. Et puis les incroyants qui se disent que la fin du monde, ce sera un trou noir. Mais en réfléchissant et en vous regardant, surtout en vous regardant en fait, je me dis que fin du monde et fin du mois, il y a quelque chose qui ressemble quand même. En vous regardant, parce que je pense aux étudiants.
quand les résultats d'examen sont à la fin du mois, ça sent un peu la fin du monde. Et puis en réalité, plus profondément, les deux notions renvoient à autre chose. Une notion de fin. Et la notion de fin, c'est la notion du temps. La notion du temps, c'est la notion de la vie. Jean d'Ormesson disait que avant la naissance, il n'y a pas de temps. Après la mort, le temps s'évanouit. La fin, c'est ce qui fait peur. La fin, c'est la verticalité, que ce soit celle du moi ou du monde. La verticalité à laquelle on va se heurter les uns et les autres, à laquelle vous vous heurterez sans doute. Alors est-ce que l'on peut faire coïncider les deux? Est-ce qu'on peut avoir un combat commun? Nous avons sans doute tous, et je vous rejoins, une responsabilité fondamentale. Celle d'aider ceux pour lesquels la fin du mois est difficile, à regarder la fin du monde comme quelque chose sur lequel ils peuvent travailler. Il se trouve que, paradoxalement, ceux pour lesquels les fins de mois sont difficiles sont ceux que l'on a éloignés des villes, sont ceux qui se chauffent au fioul, sont ceux qui roulent dans des vieilles voitures, sont ceux qu'aujourd'hui on accuse après les avoir placés là. Et le jour où nous aurons réussi le pari d'amener ceux pour lesquels la fin du mois est difficile à travailler avec tous les autres pour reculer la fin du monde, on aura sans doute avancé d'un pas. Avant de laisser notre jury d'étudiants délibérer et diriger très tranquillement vers le buffet, nous avons quelques personnes à remercier. Alors déjà, moi je vais remercier personnellement et au nom du tout BDE notre jury qui est venu et qui a accepté notre invitation en jouant le jeu jusqu'au bout. Je vais remercier aussi tous les membres du BDE qui m'accompagnent depuis le début et qui nous aident à faire de cet événement une réussite. Et je vais remercier aussi notre jury d'étudiants qui est arrivé à la dernière minute, qui ne savaient pas encore en arrivant s'ils allaient devoir exercer leur mission ou non. Et ensuite, je vais laisser la parole à Marie, qui est chargée de culture au BDE et qui s'est également du coup chargée des partenariats pour ce concours d'éloquence avec l'aide de Camille Gauthier. Et je vais la laisser remercier en fait tous ses partenaires qui nous ont généreusement donné plein de nourriture que vous pourrez goûter juste après. Vous l'avez sans doute remarqué sur les affiches, il y a de nombreuses marques qui ont accepté de nous donner des goodies. Parmi elles, on a l'Atelier du Chocolat, qui se situe 18 rue des Halles à Nantes. C'est une maison artisanale et française, toujours 100% pur beurre de cacao. Elle vous offre ces petites bouchées Chocaria qui vous attendront donc dans la salle, dans une des salles de TD au fond du couloir. Donc c'est un caramel onctueux, au puissant goût de chocolat enrobé d'une fine couche de chocolat noir 72%, assemblé avec des fèves de Côte d'Ivoire, d'Équateur et de Sao Tomé. Ensuite, nous avons Bonne Maman. Nous avons des sablés et au chocolat. Donc Bonne Maman qui font aussi des confitures de fruits. Saint-Michel. Les galettes au beurre qui sont produites à Saint-Michel-Chef-Chef, tout près d'ici. Donc, les brioches Bonin à Rezé, les vergers de la Cheluette. Donc, nous avons des jus de pommes et des jus de pommes citron. Puis librairie Durance, des goodies juridiques pour les participants, aussi pour le jury, donc les petites trousses avec les stylos, et un bon d'achat donc pour le gagnant. Dans cette même librairie. Voilà.